Ici Normand Mousseau. Vous êtes à La Grande Équation et nous recevons cette semaine Patrice Potvin, professeur en didactique des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Vous venez de nous parler, Patrice, du fait qu'il faut quand même intéresser les adolescents. Pour autant, c'est pas une question de plaisir naïf que vous proposez. Il faut, en fait, donner des vrais défis à l'adolescent. Oui, c'est sûr qu'on pourrait décider comme enseignant, disons, d'ajouter du plaisir à l'enseignement comme on ajoute un peu du carburant à l'automobile, c'est-à-dire en utilisant de la craie de couleur ou en présentant des films ou en utilisant toutes sortes d'outils pour motiver. Pour dire un peu comme l'éducation, l'apprentissage doit être amusant. Oui, comme ça, oui, exactement. L'apprentissage doit être quelque chose de facile à faire. Hein? On a souvent la conception que l'enseignement est une sorte de gavage et puis il faut lubrifier ce gavage-là. Moi, je pense que c'est pas une bonne façon de voir le problème du tout. Je pense que le plaisir est légitime à l'école, mais le seul plaisir qui est vraiment légitime au sein des institutions, c'est celui qui découle d'apprentissage de qualité. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on apprend de nouvelles choses en sciences et que ces choses-là nous permettent de voir le monde d'un nouvel œil, d'une nouvelle façon, sous un nouvel angle, que là, le plaisir arrive et que ce plaisir-là est un plaisir qui est légitime en enseignement et c'est celui qui est le plus durable, qui provoque une motivation qui est durable et qui entraîne de nouveaux apprentissages. Donc, on peut décider d'essayer de motiver les élèves pour des raisons extérieures à l'objet, extérieures à la science elle-même, mais je pense que d'emblée, a priori et au départ, la science, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut savoir montrer ce côté-là intéressant aux élèves. Il faut savoir montrer en quoi les sciences peuvent permettre de voir le monde avec un œil neuf. Et ça génère pour moi un plaisir qui est intéressant, un plaisir qui est légitime. Donc, qu'est-ce qui différencie l'enseignement des sciences à ce moment-là des autres disciplines? Je pense que dans l'enseignement des sciences, on dispose d'un outil qui est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'on a la nature qui est là, qui est disponible. On peut faire des expériences, on peut faire des observations. On peut, d'une certaine manière, construire des dispositifs qui vont faire en sorte que ce n'est pas l'enseignant qui montre les principes, mais c'est la nature elle-même. La nature peut enseigner. Ce qu'on n'a pas peut-être dans l'enseignement du français, où on enseigne essentiellement des conventions. Hein? Les règles de grammaire, le vocabulaire, ce sont des choses qui n'ont pas d'écho dans la nature. Ce sont des conventions qui ont été établies entre les êtres humains. Et il faut nécessairement, à ce moment-là, un enseignant ou un être humain qui va venir dire, cette connaissance-là, ou plutôt cette réponse-là que tu me donnes, cher élève, elle est plus ou moins bonne. Mais en sciences, d'une certaine manière, les enseignants sont dispensés d'être ceux qui sanctionnent les réponses des élèves. On peut monter une expérience pour faire en sorte que ce soit la nature qui donne un feedback à l'élève, qui donne un feedback sur la valeur de sa réponse. On peut demander à l'élève, par exemple, de faire des prédictions et puis de tenir une petite expérimentation devant eux pour voir si cette prédiction-là se réalise ou pas. Alors moi, je pense que ça, c'est quelque chose en sciences que l'on a, dont on dispose, et puis qu'on devrait utiliser encore davantage pour vraiment intéresser les élèves à la réalité. Et comment est-ce que la nouvelle méthode qu'on appelle sincère dans ce que vous décrivez, est-ce que votre approche, c'est vraiment l'apprentissage par projet tel qu'on la propose ou comment ça s'en... L'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème sont des concepts qui sont encore assez flous, assez diffus. Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il est nécessaire de faire beaucoup plus que de parler de science aux élèves. Il faut leur faire vivre la science dans toute la mesure du possible. Ça implique évidemment des expériences de laboratoire, mais pas seulement des expériences recettes où les élèves vont suivre aveuglément le protocole puis espérer déboucher sur une bonne réponse. Moi, j'aimerais qu'on puisse poser des problèmes aux élèves et leur demander de construire des protocoles qui vont permettre d'aboutir à une réponse. Ce sont des opérations très complexes à faire, c'est difficile, surtout au début, mais lorsqu'on soumet les élèves... Pouvez-vous donner un exemple, par exemple? Par exemple, il y a une expérience typique que l'on fait, puis que les gens ont peut-être de la difficulté à associer aux sciences au départ, mais on se rend compte éventuellement que c'est une expérience scientifique véritable. C'est le problème des papiers absorbants. On donne, par exemple, des rouleaux de papier absorbant de différentes marques aux élèves et on leur demande de construire un protocole scientifique qui va leur permettre d'établir lequel de ces papiers-là est le plus absorbant et dans quelle mesure, par exemple. Est-ce qu'il est le double, est-ce qu'il est le triple plus absorbant que tel autre papier, etc. Ou de les ordonnancer. Et à ce moment-là, les élèves sont devant le problème dans sa totalité. Ils doivent inventer une façon de faire qui va les mener à une réponse, à une connaissance.
Et ça leur fait vraiment vivre la science. Ça les met devant les difficultés qui sont les mêmes que celles que les scientifiques rencontrent lorsqu'ils veulent obtenir des réponses à des questions scientifiques. Alors ça, pour moi, c'est vraiment vivre la science, beaucoup plus que simplement entendre parler du résultat de processus scientifiques ou de démarches scientifiques qui ont été menées par d'autres chercheurs dans des laboratoires. Il faut vraiment savoir quelle est l'origine des connaissances scientifiques et comment elles ont été construites pour que les élèves puissent éventuellement savoir faire la différence entre une croyance qui est scientifique et une croyance qui est d'un autre ordre. Et pourtant, il faut quand même enseigner la matière, le contenu, à un moment donné. Oui, bien ça, c'est la contrainte sociale à laquelle sont soumis tous les enseignants. Les enseignants ont un programme et ils doivent donc trouver, là, c'est une sorte d'art, une espèce de compromis entre ce qui est intéressant et puis ce que sont les prescrits du programme comme tel. Mais en général, ils y arrivent assez bien et je crois que les nouveaux programmes laissent davantage les coups des franches aux enseignants qui veulent innover, mobiliser leur talent particulier à eux, à ces enseignants-là, et si vous voulez exploiter leurs connaissances, les connaissances pointues qu'ils pourraient avoir. Alors, il y a une espèce d'espace de liberté là qui peut être angoissant pour certains, mais qui est quand même un terrain qui est plus large un peu pour arriver à faire comprendre l'intérêt de la science et de la technologie aux élèves. Et c'est un peu là que vous arrivez avec votre manuel, par exemple, d'offrir aux enseignants un outil qui va être capable de les amener plus loin. Oui, dans ce manuel-là, l'idée, c'est de les outiller, de leur donner les concepts nécessaires à la compréhension d'une bonne situation d'apprentissage. C'est comme ça qu'on appelle ça au secondaire maintenant. Les enseignants ne passent plus leurs années à coups de leçons, mais à coups de situations d'apprentissage. Et on les invite dans ce livre-là aussi à développer une certaine empathie cognitive pour les élèves parce que... Qu'est-ce que veut dire empathie cognitive? Les élèves, au moment où ils se présentent en cours de sciences, ont déjà ou possèdent déjà des conceptions quant au fonctionnement du monde. Et souvent, ces conceptions-là sont hautement personnelles ou locales et elles peuvent être en conflit avec les conceptions scientifiques qui sont enseignées. Et vous donnez un exemple sur pourquoi l'herbe est verte, par exemple. Oui, ben ça, c'est des classiques. On a rencontré un élève à un moment donné au primaire qui croyait que l'herbe était verte ou que les plantes étaient vertes parce qu'elles étaient nourries d'eau et de soleil. Alors, a priori, ça peut avoir l'air d'une mauvaise réponse, mais quand on se met à creuser, on trouve que l'élève avait vécu un cours d'art au cours précédent et s'était rendu compte que lorsqu'on mélangeait le bleu et le jaune, on obtenait du vert. C'est un élève du primaire. Et il avait transféré cette connaissance-là aux sciences. Ce qui est déjà très bon, finalement. Ce qui est quand même très, très intéressant et qui est génial, à mon sens. Et il a dit, puisque l'eau est bleue et puis que le soleil est jaune, lorsque ces deux trucs-là se mélangent dans la plante, ça fait une plante verte. Et puis lorsqu'on a toutes sortes d'observations qui permettent de corroborer cette conception-là. Par exemple, lorsqu'on coupe l'eau à une plante, elle jaunit. L'élève va dire il ne reste plus que du soleil dedans. Cet élève-là, à un moment donné, avait ajouté lorsqu'on coupe le soleil à la plante, elle bleuit aussi, mais on ne la voit pas parce qu'il fait noir. Alors, il y a plein d'observations comme ça qui sont coordonnées ou des connaissances qui peuvent être coordonnées les unes aux autres qui sont inexactes en réalité. Hein. Vous vous doutez bien que la réponse attendue, ce n'était pas celle-là. Mais on peut voir là-dedans une sorte de génie. L'élève construit constamment des connaissances et des conceptions qui ont une certaine portée, qui sont souvent très cohérentes, souvent très intéressantes, mais qui peuvent être quand même en conflit avec les connaissances scientifiques. Alors, il faut arriver d'une certaine manière à déminer ce terrain-là avant de pouvoir enseigner les concepts scientifiques, parce que si on se contente d'enseigner par-dessus les conceptions que les élèves ont déjà, on se rend compte en définitive qu'ils ne les changent pas. Ils ne vont pas échanger leur ancienne conception pour celle qui est présentée par l'enseignant. Ils vont les faire coexister ou d'une certaine manière, ils ne vont pas invalider leur conception non scientifique. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Patrice Potvin qui nous parle de son dernier livre, le Manuel d'enseignement des sciences et de la technologie, mais surtout de comment est-ce qu'on peut arriver à enseigner les sciences à des adolescents parfois un peu rebelles. Quand on voit les modèles, les théories, les approches que vous proposez et qu'on regarde par exemple les classements internationaux où les Québécois semblent reculer par rapport au reste de la planète, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Est-ce qu'on doit dire on n'a pas adopté correctement le bon modèle ou est-ce que on ne fait pas la bonne comparaison? Il y a 2 tests internationaux qui sont passés dernièrement au Québec et puis qui se sont intéressés aux élèves réformés. Il y a le TIMSS et puis le PISA. Et puis, on a enregistré dans ces 2 tests-là une légère dérive, si vous voulez, ou un léger recul des élèves québécois.
On garde cependant notre place très enviable dans le classement ici au Québec. Là, on est très solide de ce point de vue-là. Moi, j'estime qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de ça parce que les tests internationaux, en réalité, sont le résultat de consensus entre des États. Donc, d'une certaine façon, il y a des programmes dans certains États ou dans certains pays qui sont très près de ces tests-là et d'autres